Mesdames, Messieurs, merci à vous tous d'être là, présents. Je vous remercie bien sûr pour cette première séance de l'année 2011 et profite bien sûr de ce dernier jour du mois de janvier pour souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, je dirais, de bonheur, de sérénité surtout, de courage, parce qu'il en faudra en 2011, dans tous les combats qui pourront être menés. Et finalement, quelque part, Jean-Claude Brem sait bien finalement qu'il est toujours à la pointe des combats, en famille, comme avec vos proches, et surtout, bien sûr, à tous ceux que vous aimez. En point divers, dans le cadre du point divers, question orale, je répondrai bien sûr en fin de jour à la question qui a été posée par Thierry Joubert du groupe À l'avenir pour Saint-Avold, réceptionné en mairie le 26 janvier 2011. Point retiré, donc vous veuillez noter finalement que le point numéro 7, délégation accordée à Monsieur le maire par le Conseil municipal en vertu des dispositions, etc., délibération modificative, est donc retiré aujourd'hui de l'ordre du jour, puisqu'il n'y a plus lieu d'être. Divers remerciements nous ont été adressés. Ils émanent de Madame Raffarin, au nom de toute l'équipe des produits du terroir, pour l'aide apportée par la commune à l'occasion du marché franco-allemand. Monsieur Bonnefoy, président de l'Étoile Maurienne Saint-Avold, pour la mise à disposition du terrain synthétique. Monsieur Lapp, président de Huchet Atelier Club, pour tous les travaux effectués au stade municipal du quartier Huchet durant l'année 2010. Monsieur Gavonski, président du Judo Club Saint-Avold, pour les travaux réalisés au dojo de Brac en 2010. Madame Thiel, copropriétaire syndic de la résidence du stade, pour l'intervention rapide et efficace de l'environnement lors de l'abattage du mélèze mort long du parking de l'avant-stade. Pour l'attribution de subventions, Mme Heurte, présidente de l'Uniacal, et M. Gavronski, président du Jeu Club de Saint-Avold. Vous avez trouvé sur vos tables une motion contre le rapport Bure et pour le rétablissement et le respect des droits des mineurs qui sera examinée en fin d'ordre du jour. Et en ce qui concerne finalement le procès verbal, je vous demanderai bien sûr s'il y a des observations à formuler quant à la rédaction du procès verbal de la dernière séance de l'année 2010, à savoir le 23-12, qui vous a été expédié par courrier du 24 janvier dernier. Monsieur Brem. Plus fort. Concernant le point 3, attribution du prix Roland Braconnier, effectivement, dans le débat, il y a toute une série de contre-vérités. Et alors que la conclusion, la conclusion qui a été rajoutée là en italique, vous précisez bien que effectivement le prix est un prix nominatif et que la somme de 1 000 € est attribuée à l'intéressé, à celui qui a eu le prix. Il faut rajouter ça. Oui, mais ça n'a pas été rajouté. Parce que dans le débat, bon, on ne pouvait pas faire ça. Il y en a qui sont exprimés. Oui, parce que c'est... Sur les rapports, il a fallu avoir de problème, puisque tout est enregistré. Donc... Oui, non, mais parce que c'était bien spécifié au début, dans l'exposé, que le prix était nominatif, ouais, oui, et que la somme de 1 000 € était attribuée à M. Lothaire Gaudy. Ok, c'est clair, net et précis. Mais après, dans le débat, on dit le contraire. Alors, on regarde. Oui. Je vais regarde et puis s'il y a besoin de bref, on change par rapport à ce qu'il dit. Bien. Point numéro 1 concerne bien sûr le versement d'avance aux associations Jeunesse, Sport et Vie Associative. Au titre de l'exercice 2011, Madame Aulis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. En effet, comme chaque année, un certain nombre d'associations sportives font la demande d'une avance sur subvention qui est calculée, bien sûr, dans la limite de 50% du montant versé de l'année précédente. 9 associations sportives et 5 vies associatives en font la demande pour un montant total de 242 902 €. Aussi, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le député maire à signer les conventions à intervenir et d'autoriser le versement d'avance aux subventions. Et il sera tenu compte de cette avance lors de l'attribution globale des subventions aux associations. Les crédits seront prévus au budget primitif 2011. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Aulis. Le point numéro 2 concerne les affaires sociales avec le versement d'une avance sur subvention 2011 à l'association Arc-en-Ciel Multi-Accueil. Madame Pister, vous avez la parole.
Point numéro 3 concerne le culturel avec versement d'avance sur la subvention. Madame Selmazik, vous avez la parole. Merci. Donc, il s'agit également des associations culturelles. Ici, l'Harmonie de Saint-Avold, donc en 2010, 47 000 et une avance donc, de 23 500. Et l'Amicale du personnel municipal, 173 440 et donc une avance 2011 de 86 720. Il sera bien entendu tenu compte de ces avances lors de l'attribution globale des subventions aux associations. Et les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 4 concerne les archives avec le versement d'avance sur la subvention 2011 de l'Office du tourisme. Monsieur Hoquet, vous avez la parole. Oui, donc comme l'ont fait mes collègues avant, et vu mon nom, je vais faire le perroquet. Donc même chose pour l'Office de tourisme. On se propose de leur verser la moitié de le perroquet. Voilà, oui. Oui, elle est très vieille. Hein. Donc on se propose de verser la moitié de la subvention, 66 750 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Hoquet. Père ou fille, mais ok. Voilà. Le complexe sportif de Brac, bien sûr, concession de logement et un transfert. Monsieur Temsali, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Et donc, à l'époque, nous avions décidé de donner un appartement pour le concierge de Brac, qui était situé donc chez monsieur Maïssen. Et monsieur Maïssen vend son appartement, sa propriété, pardon. Et donc, maintenant, nous avons trouvé un nouvel appartement. Il s'agit d'une habitation du type F5 située 20 au Coccinelle. Et donc, c'est une reconduction à ce même niveau et avec les mêmes avantages. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Oui, effectivement, on a plafonné la gratuité du logement à 575,10 €, comme c'est un logement qu'on prend en location. Est-ce qu'on plafonne tous les logements pris en location? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à partir du jour J, on plafonne, monsieur Brem, pour être juste, tous les logements de toutes les personnes qui seront amenées à l'avoir. Voilà le plafond. Alors, plafond, bien sûr, j'ai demandé à M. Melcher que finalement qu'on indexe en fonction de la liste de la construction, je ne sais pas comment on fait, mais enfin, toujours est-il que la base, c'est un peu ça. Après chaque année, on révisera finalement en fonction de l'année. L'INSEE. Voilà. On est bien clair, parc locatif. Voilà. Mathieu Joubert, vous souhaitiez intervenir? Oui, j'avais demandé il y a quelques années justement un listing de tous les logements qui étaient occupés par du personnel communal. Est-ce qu'il serait possible d'avoir à nouveau... Voilà. Comme ça, pour voir justement quels sont les loyers qui sont pratiqués. Vous avez le droit de tout voir, Mathieu Joubert. Vous savez quelque part que je ne vous refuse rien. Merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 6 concerne la participation de la commune au titre des transports scolaires. Monsieur Zimny, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Il s'agit encore d'une mesure de reconduction par rapport à l'an passé. C'est donc la prise en charge du reliquat, en fait, du titre de transport pour les enfants âgés de moins de 16 ans et domiciliés à plus de 3000 mètres du domicile. Donc la compétence transport est du Conseil général, hein, bien sûr, qui prend en charge 80% des sommes, et nous proposons que la ville prenne en charge le reliquat 20%. Ça correspond à une somme de 49,75 € par semestre pour ceux qui sont scolarisés à plus de 3000 mètres et 76,75 € pour ces mêmes enfants, mais scolarisés dans un établissement qui ne dépend pas auquel il ne dépend pas, pardon. Donc en ce qui concerne les autres cas, c'est-à-dire les enfants âgés de moins de 16 ans et domiciliés à moins de 3000 mètres, le tarif est inchangé par rapport à l'année dernière, 699,68 €. Donc en gros, l'ensemble des tarifs ne sont pas modifiés par rapport à l'année dernière. Et nous vous proposons donc de prendre en charge ces reliquats, étant entendu, bien entendu, qu'il faudra le prévoir au budget primitif 2011. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je veux simplement vous dire à tous, parce que c'est important, c'est que finalement, les gens de Saint-Avold ont de la chance peut-être par rapport à d'autres secteurs, puisqu'il est bien clair que nous subventionnons tout de même
l'intégralité des transports sur le territoire communal. À un moment donné, on ne le dit plus assez puisque tout le monde croit que tout est normal, mais il faut quand même quelque part, budgétairement, à un moment donné, l'acter. C'est un effort que fait la ville, et pas l'intercommunalité ni personne d'autre, la ville pour ses enfants. Et on en fera encore d'autres en matière de sécurité dans les jours à venir, puisque j'ai demandé à ce que l'histoire des médiateurs soit généralisée sur l'ensemble des transports, y compris les transports scolaires, de façon à ce que, quelque part, et je suis en train d'étudier les problèmes de doublage de bus, afin que, vous savez sans doute qu'avec les communautés de communes, on a mis des écrans et des caméras dans certains bus, pas dans tous, et que finalement, quelque part, on va généraliser un certain nombre de choses dans les bus soi-disant de doublage, puisqu'à un moment donné, on nous met des bus qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont là habituellement. Et dans ceux-là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de choses. Donc il est important, quelque part, que nous ayons et médiateurs et caméras, finalement, dans le bus scolaire. On généralisera, et je rencontre demain le PDG de Bus-Est pour regarder comment on peut généraliser tout cela. Voilà, M. le ministre, vous avez la parole. Madame Joubert. Qu'est-ce qui finance les caméras à l'intérieur des bus? Ah, la commune. La communauté de communes? Eh oui. Ok. Et qui est-ce qui visionne en cas d'incident? La police municipale, pour l'instant. Okay. Et nationale, ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on soit clair, il y a un incident quelque part, seuls sont habilités à visionner la police nationale ou la police municipale. Les seuls. Voilà. Le reste, personne ne peut visionner les choses. Mais la loi. Compte tenu finalement de la prévention dont nous sommes en charge les uns et les autres, il est important que nous puissions avoir de la prévention partout, puisque même s'il n'y a pas de gros problèmes dans les bus, je verrai encore la commissaire jeudi, je souhaite quelque part que nous soyons vigilants. Pourquoi vigilants? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a mis l'autre jour un conseil des familles, etc. Je crois que le petit gamin de 10 ans qui fait une connerie, il vaut mieux le prendre à 10 ans qu'à 16 ou à 17. Voilà. C'est simplement pour cela que je souhaite finalement que nous soyons, en matière de prévention, relativement exemplaires dans les bus. Je le dis à Christian Tercy, je m'en ferai l'écho dans les 2 mois qui viennent au niveau de la police municipale et au niveau des médiateurs, mais il est bien clair que je mets en place des choses qui, finalement, soient à la fois visibles, mais surtout, quelque part, puissent servir de pédagogie pour la suite. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez toujours la parole. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Alors on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le ministre. Le point numéro 7 concerne les délégations accordées à monsieur le maire. Jean-Claude, tu as la parole. Il n'y a plus de délégation, on n'accorde plus rien. Allez, on parle au 8. Une participation financière, bien sûr, pour quelque chose qui est un peu novateur, c'est l'internat d'excellence. Madame Bourmas, vous avez la parole. Merci. Bien, comme vous le savez, depuis quelque temps déjà, un nouveau dispositif a été mis en place au niveau de l'éducation nationale qu'on appelle l'internat d'excellence. Et nous avons donc, écoutez, sur Saint-Avold, la chance d'avoir un élève de collège qui a été, donc on va dire repéré au niveau des places possibles en internat et dont les compétences et les capacités ne font aucun doute, et donc qui intègre cet internat d'excellence à Forbach. Donc nous vous demandons, suite donc à la commission des affaires scolaires, à accepter la participation de la ville à hauteur donc d'une somme de 500 € pour les frais de scolarité. Cette somme étant versée directement à l'établissement d'accueil, sachant donc que la participation de l'accès est de 1 500 € pour cet élève. Voilà, y a-t-il des questions? Oui. Je voulais savoir si le conseil général intervenait, parce que souvent c'est des enfants d'âge mineur qui font partie d'une famille donc, pour lesquelles les assistantes sociales et les puéricultrices seront, des assistantes sociales de secteur qui dépendent du conseil général, sont missionnées pour venir en aide aux familles qui ont des enfants d'âge mineur. Alors nous, on est sollicité uniquement dans le cadre de la participation de l'accès, uniquement. C'est-à-dire en parallèle à leur participation à eux. Donc on n'est pas entré du tout dans le cadre du conseil général. Parce que là, effectivement, il s'agit du collège, ça peut être du lycée aussi, dans le cadre du conseil régional. Mais par contre, on n'a pas été sollicité et j'avoue que... Parce qu'en fait, je me disais que si on a d'autres cas de figure de ce genre, plutôt que de ponctionner de l'argent sur le budget de la municipalité,
Je pense qu'il faut disons que se c'est un tourner. engagement un petit peu. Je dis pas, on a la possibilité de dire non, hein, c'est Oui. une possibilité. Mais moi, j'aimerais bien qu'on On investisse. nous fait quand même comprendre que voilà, il y a une participation à hauteur de temps, il serait quand même bon, et je le comprends tout à fait d'ailleurs. Si non, mais moi, je préfère qu'on se renseigne pour savoir s'il ne peut pas y avoir un glissement et un financement qui viennent du Conseil général et non pas de la commune. De toute façon, à mon avis, la commune sera toujours sollicitée quand même, hein, quoi qu'il en soit. Ça n'empêche pas de savoir s'ils participent, mais sera toujours sollicitée. Parce qu'ils ont un mandat de protection d'enfance, ils sont là pour faire en sorte que leur argent bénéficie aux familles qui ont des gamins, qui ont des besoins à un moment ou à un autre. Donc, à mon avis, il ne faut pas qu'on se substitue en fait à la compétence du département. C'est aussi quelque chose du Conseil général à voir maintenant. Moi, j'aimerais bien qu'on étudie parce que si on a d'autres demandes par la suite, je veux dire, si on dit oui aujourd'hui, on risque d'ouvrir une porte et on risque d'avoir d'autres sollicitations. Et je me dis, il ne faut pas qu'on se substitue à des tutelles, quoi, à des organismes qui ont compétence pour. Mais ce n'est pas une substitution, hein, c'est un partenariat réel. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas, faites un geste, donnez à la... C'est à la hauteur de temps. Je veux dire, la somme est fixée au départ pour la commune. Hein. Ouais, mais on risque d'avoir d'autres demandes. Hein. On risque d'avoir d'autres demandes. Donc, si on peut faire un transfert et faire en sorte qu'Accès sollicite le département en cofinancement plutôt que la commune, voilà. Mais je dis pas je pense quelque part que, en règle générale, ceux qui finalement peuvent prétendre finalement à l'internat d'excellence sont, à mon avis, très peu nombreux. Alors, je suis pas toujours d'accord parce que finalement les conseils généraux financent les choses, financent pas toujours, mais je pense quelque part que nos services ont demandé, et s'ils n'ont pas demandé, ils le feront. Mais toujours est-il que la personne qui est concernée, sachez-le, en règle générale, elle tape à toutes les portes. Hein, et en règle générale, quand elle vient chez nous, c'est qu'elle a eu peut-être un désaccord ou un niet du Conseil général de la Moselle, etc. par rapport à ça. Je prends par exemple le lycée de Sarrebruck ou autre chose, ou le lycée franco-allemand. On a beaucoup épilogué sur le fait que les transports n'étaient pas payés par le Conseil général, qu'il faudrait le faire, etc. Toujours est-il qu'en règle générale, nos fonctionnaires, finalement, sous la coupe de Jean Melcher, savent qu'il faut toujours essayer de taper ailleurs si c'est possible. Alors, on note bien, voilà, et je pense qu'on le fait. Voilà. Oui, moi, je ne m'oppose pas, je demande juste qu'on vérifie pour pouvoir, par la suite, faire en sorte qu'on ne se substitue pas à d'autres collectivités qui ont aussi des missions, des compétences et un budget. Je voulais juste dire que en fait, la demande qui nous a été faite dans le cadre de la commission des affaires scolaires, elle émane effectivement du contrat urbain de cohésion sociale, on est bien d'accord, qui dit clairement dans son courrier que, étant donné que la situation est ce qu'elle est par rapport à cet enfant donc, qui est originaire de Saint-Avold, c'est un cofinancement. Hein, on ne nous dit pas, voyez si. Hein, on nous dit c'est du cofinancement. L'accès, c'est 1 500 €, la commune, c'est 500, et ces sommes sont versées directement à l'établissement. Alors, il faut savoir qu'en Moselle, il n'y a qu'un seul établissement qui soit réellement un internat d'excellence, qui est à Metz. Et par contre, il y a... Non. Attendez. Je reprends... Madame Tironi-Joubert, pour pas que vous disiez de bêtises, je reprends, il y a un seul internat d'excellence qui porte l'appellation internat d'excellence, et vous avez dans 14 établissements de la Moselle des places labellisées, ce qui n'a rien à voir avec l'internat. Ce sont des places labellisées au sein d'établissements de nombreux à Thionville. Mais ils ont le label parce qu'ils proposent les mêmes services, les mêmes prestations, les mêmes temps horaires, et ça concerne la même population, c'est-à-dire des enfants issus des quartiers désignés CUX. Donc, en fait, l'instruction des dossiers est la même. Et si c'est décentralisé, c'est justement pour ouvrir davantage de places et d'être au plus près des bassins de vie. Très bien qu'il y en ait beaucoup, c'est très bien, mais je dis juste que dans l'appellation, il y en a un seul. Vous ne m'apprenez rien parce que je les instruis dans le cadre de mes activités professionnelles. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame Bombas. Ce point de mise en œuvre concerne le centre culturel avec la délégation de services publics et une avance subvention 2011 comme pour les ASSOS. Madame Selmazik, vous avez la parole. Merci. Donc, le contrat de délégation de services publics accordé à la société Production de Heurt demande donc au titre du fonctionnement une subvention pour l'année de 339 000 €. L'article 10.2 du contrat stipule qu'un acompte de 50% est à verser pour le 1er avril, le solde de 50% au 1er octobre de chaque année. Le directeur général de production sollicite la ville pour bénéficier d'une avance afin de faire face aux différentes échéances à venir. Après avis des commissions de la culture et des finances, il vous est donc proposé pour l'année 2011 de procéder au versement
d'un acompte de 45 500 € correspondant à 50% de la participation allouée en 2010. Cette avance sera à déduire de la somme à verser au 1er avril 2011. De prévoir dès à présent le montant de 45 500 € au chapitre 65-74 du budget annexe Action culturelle. Ce crédit sera repris lors du vote du BP 2011. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Brem. Bon, le constat qu'on peut faire que cette société production est déjà dans une situation qu'on a déjà senti venir dès le départ. Hein. Bon, d'une part. Alors, ce que je trouve un peu choquant, cette société, bon, à ma connaissance et lors des discussions qu'on avait, la société même avait un budget, et au niveau de la comptabilité, on avait scindé ça en deux. Hein, c'était bien ça qui avait été prévu. Alors si effectivement, comme dans toute entreprise, hein, parce que c'est une entreprise privée, ni plus ni moins, bon, s'il y a un problème de trésorerie, la société production, bon, a qu'à compenser ce problème de trésorerie. Hein. Bon, elle payera des intérêts, naturellement, elle fera un emprunt ou elle donnera sur fonds propres, hein, parce que là, avec ce genre de pratique, on va se retrouver d'ici la fin de l'année et peut-être dans les années à venir dans des situations encore plus catastrophiques. Bon, parce que cette société au départ devait faire de l'événementiel. Bon, en matière d'événementiel, ben voilà ce qu'on nous présente aujourd'hui, Madame. Hein. Bon, alors, bon. Monsieur Brem, je vais vous répondre. Oui. La société production demande ni plus ni moins ce qu'elle peut avoir sur l'année. Simplement, elle le demande un tout petit peu plus tôt, tout simplement parce que tous les spectacles qui sont déjà maintenant référencés sont déjà pratiquement payés à 75%. Donc ça veut dire qu'ils ont sorti beaucoup d'argent. Alors vous dites qu'on ne fait pas de l'événementiel. Calogero, c'est plein. On a une liste d'attente qu'on a limitée à 50 personnes. On aurait pu en laisser 200. On a eu Magdan, il n'y avait pas une place. Les moines de Shaolin, ça a fait vraiment un tabac. Donc dites pas qu'on fait rien. Là, on avance un tout petit peu. Effectivement, ça leur... mais c'est tout, ils vont bien. Alors, ne dites pas qu'ils sont en difficulté. Ils vont bien. Je les vois tous les jours, je discute avec production, je peux vous dire que pour l'instant, ils vont bien. Je ne garantis pas qu'ils iront bien dans 5 ans, mais à l'heure actuelle, ils vont bien. Madame Tironi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on a étudié le cahier des charges, on a regardé quand même s'ils avaient de la trésorerie. En général, on a de la trésorerie. Si en plus, on fait rentrer des sous dans les caisses parce qu'on vend bien les billets, on rentre encore de l'argent. Donc, je suis étonnée qu'ils ne puissent pas faire l'avance de trésorerie. Ça, c'est une remarque. Et deuxièmement, je connais plein d'associations qui, justement, à certains moments de l'année, parce qu'elles n'ont pas touché leur subvention des collectivités, font des demandes de crédit auprès des banques. Écoutez, il y a des fois où, souvent mars-avril, quand elles doivent payer des cotisations au Non, donnez-nous la liste. Non, je crois qu'on fait l'avance. Elles font des demandes de découvert, de découvert autorisé ou de crédit. Donc je me dis déjà, que des associations soient obligées. À un moment donné, à la PAIS, ils ont été obligés de le faire. À la PAIS, la PAIS quelque part, à la PAIS, ils ont largement été aidés par la collectivité. Oui, mais à un moment donné, ce que je veux vous dire, tout simplement. Hein, je crois que ça tient quand on est une société privée, on peut avoir recours à l'emprunt. C'est à un moment ou à un autre, on est à découvert. Joubert, ça tient du bon sens. Ça veut dire quelque part. Les je comprends. Ça veut dire une boîte privée, qu'on soit obligé de lui donner de l'argent à l'avance. Simplement, vous pouvez avoir votre avis sur plein de choses. Simplement, une question que je vais vous dire. Et vous posez, Madame Joubert, simplement, une question que je vais vous poser. 1, qu'on leur donne cet argent qu'on leur doit, puisque c'est dans la Convention, qu'on leur donne au mois de janvier ou qu'on leur donne au mois de mars, dites-moi, finalement, ce que ça change, c'est exactement la même somme, ni plus ni moins qu'on leur doit. Alors, qu'on leur donne maintenant, début février, ce sera le cas, ou qu'on leur donne début avril, ça changera quoi finalement au système? Rien du tout. Parlez ou parlez, c'est très bien, vous avez votre avis, vous le gardez, et tant mieux.
Vous avez même le droit de l'exposer. Mais ce qui est bien clair aujourd'hui, c'est que ça ne change rien. On ne leur donne pas un centime de plus qu'on a décidé ensemble, peut-être pas avec vous, puisqu'il n'a peut-être pas voté, mais la délégation de la République, elle dit, voilà ce qu'on leur donne sur l'année. Maintenant qu'on leur donne plutôt à tel moment qu'à tel autre, moi, ça me semble finalement, ça tient finalement du bon sens. S'ils n'ont plus besoin maintenant qu'au mois de mai, donnons-leur tout de suite, ce qui ne sera finalement que mieux. En tous les cas, je rejoins Madame Stelmazik quand elle dit qu'aujourd'hui l'événementiel est bien fait. En tous les cas, notre salle aujourd'hui est pleine comme avant. Je crois que la vie culturelle est importante. J'ai demandé tout récemment qu'on regarde encore de plus près quand même, et je l'ai demandé à Mme Stelmazik ce matin, qu'on regarde de plus près, puisque quand j'étais voir les moines de Chawine l'autre jour, j'ai trouvé quelque part que notre secteur un petit peu d'accueil était un peu triste. J'aimerais bien qu'elle s'améliore un petit peu, y compris la signalétique. Donc il est important qu'à un moment donné, on regarde un peu ça de plus près. Mais on va essayer d'y mettre aussi les couleurs et autre chose, puisque quand je regarde les belles fresques qui sont là, elles ont été faites il y a un certain temps, et je pense que ça a un temps, notre endroit là. Il faudrait finalement quelque part qu'on le rénove un peu. Donc il est clair que j'ai demandé à Mme Stelmazik, Mme Spice, de bien regarder ça de très près, hein, pour qu'on remette un petit peu au goût du jour l'accueil de Sens culturel. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on est proche à la fois de ce qui est notre rôle, c'est bien sûr accentuer la culture au travers de l'événementiel, la médiathèque et bien sûr le cinéma, où je veux finalement une traçabilité qui soit sympathique. Voilà. C'est bien que vous avez la parole. Voilà. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Donc oui. Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Stelmazik. Le point numéro 10 concerne le projet de schéma de cohérence territoriale, c'est important, du Val-de-Rossel. M. Sperlin, vous avez la parole en l'absence de M. Chambil. Merci, Monsieur le maire. Le syndicat mixte de cohérence du Val-de-Rossel a, par délibération en date du 18 novembre 2010, arrêté le projet de SCOT du schéma de cohérence territoriale du Val-de-Rossel. La commune de Saint-Avold, dans sa qualité de personne publique associée, est invitée à se prononcer sur ce projet de SCOT. Donc, vu les articles du Code de l'urbanisme, vu la délibération du syndicat mixte de cohérence du Val-de-Rossel, vu le dossier complet du SCOT consultable auprès du service urbanisme, et vu les réserves émises en commission de l'urbanisme en date du 12 janvier 2011, il vous est proposé d'émettre un avis favorable à ce projet sous réserve de 3 conditions. Alors, premièrement, que les abords de la RD 603 sur le banc de Saint-Avold pourront être urbanisés. Il devra être fait notamment mention du projet de zone d'activité en entrée est de la ville, au lieu dit Hebsterberg, qui s'inscrira de part et d'autre de la nouvelle liaison entre la RD 603 et la zone artisanale du Gros-Hêtre. Deuxième condition, les contraintes en termes d'aménagement le long du tracé tram-train en entrée nord de Saint-Avold devront être assouplies. Il conviendra notamment de supprimer les règles de densité minimale et de périmètre, d'autant que la faisabilité technique et financière d'un tel projet reste à vérifier. Enfin, troisième condition, au-delà des opportunités en termes de loisirs et de sport que présente sur Saint-Avold la carrière de la carrière Sainte-Fontaine, d'autres occupations des sols telles qu'activités, services, habitats devront également pouvoir être envisagées. En 2 mots, pour regarder quelles sont nos objections, on n'est pas contre, mais on met des réserves. Des réserves sur quoi? Sur finalement, aujourd'hui, notre projet de relier l'entrée par Moulin-Neuf jusqu'au Nomade, jusqu'à la zone industrielle. Ça pourra être finalement un axe qui pourrait contourner la centre-ville et pourrait être intéressant notamment par les camions et autres. Donc on ne veut pas, quelque part, qu'on nous interdise cela. Après, on dit finalement aussi qu'il faut faire en sorte, bien sûr, de ne pas oublier ce qui nous semble important pour nous, c'est notre arrêt TGV, parce que c'est bien sûr intéressant de dire on va faire un jour un tram-train, mais si on veut faire un jour un tram-train, il faudra toujours me dire avec quel argent, comment, etc. Alors je ne veux pas qu'on soit contre des projets européens d'envergure, mais je pense qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui que de faire effectivement du tram-train. Maintenant, on me dira, bien évidemment, qu'il faut relier les secteurs par du transport. Faisons d'abord un transport Creuswald, Saint-Avold, Vlal TGV. Faisons déjà un transport Saint-Avold, Golfe de Folquemont. Après, on pourra discuter de tram-train. Donc, si vous voulez, quelque part, c'est des choses qui sont finalement de bon sens et sur lesquelles, quelque part, seuls les gens qui
travaillent ici et qui connaissent un peu les choses, finalement, connaissent les problématiques qui sont les nôtres. Mais ce sont des problématiques qui sont liées, bien évidemment, à la pratique que nous connaissons les uns et les autres. Voilà. Et que la commission a examiné, et je laisserai M. Lang, qui est dans cette commission, bien vouloir, bien sûr, en parler. Oui, Monsieur le maire, j'ai une question. Au sein du SCOT, nous avons des représentants. Pourquoi ces représentants n'ont pas pu se faire entendre? Pourquoi, au moment de la relecture du document, puisque ce document a été donné en relecture, pourquoi aucune remarque n'ont été formulées? Et pourquoi aujourd'hui, subitement, aux commissions d'urbanisme, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas? Pourquoi? Je pense quelque part, tout dépend. Je pense que Jean-Michel Chambil est notre représentant auprès du SCOT. Ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'il a dit un certain nombre de choses. Est-ce que les choses sont bien relayées? Je pense qu'il faut, quand on entend, les redire, puisqu'en termes urbanistiques, les projets finalement du SCOT Val de Rossel ne sont pas forcément les mêmes projets, bien sûr, que les projets liés quelque part, je dirais, à Saint-Avold. Et vous savez bien, Monsieur Lang, que finalement, dans le SCOT Val de Rossel, il y a plutôt des élus qui pencheraient finalement un petit peu dans l'aménagement du Grand Phare, plutôt que d'aménager l'Intermarché du côté de l'entrée de Saint-Avold. À partir de là, vous savez, tout est possible. Alors, je préfère réitérer ici des choses très claires. Ça veut dire que le SCOT, chacun pourra l'adopter comme il le faudra. En tous les cas, ce qui est bien clair, s'il n'est pas adopté avec les réserves qui sont les nôtres, j'attaquerai donc le SCOT comme il se doit, puisque dès l'instant où les intérêts de la ville de Saint-Avold sont impactés, d'une façon ou d'une autre, je me permets bien évidemment d'attirer à la fois l'attention de la commission d'urbanisme, dont c'est le rôle, qui a relayé vers moi un certain nombre de choses, et je pense quelque part que dès l'instant où on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, il faut qu'on soit pourquoi ces interrogations n'ont pas été relayées? Je pense qu'elles l'ont été. Lors de la je pense qu'elles l'ont été dans les du comptes rendus. Et Je notamment pense qu'elles l'ont été dans les comptes rendus. Au moment de la relecture de ce document qui aurait pu être relu en commission, en groupe. Je pense qu'elles l'ont été. Je pense que Chambil a dû dire les choses. Maintenant, est-ce que finalement, dans le compte-rendu du SCOT, où il y a peut-être plus de monde qu'ici, est-ce que bien ça a été bien rédigé, pas rédigé? Enfin, toujours est-il quelque part que ce qui est très bien, c'est que quels que soient les cas de figure, et c'est bon pour l'intercommunalité de demain, c'est que finalement ça revienne à l'essentiel, en disant finalement, vous, les conseillers municipaux, qu'est-ce que vous en pensez de notre SCOT? La politique ne se fait pas forcément à Forbach pour Forbach, la politique se fait aussi quelque part, à Forbach peut-être, mais pour Saint-Avold aussi. Donc c'est pour ça quelque part que je réitère cela, y compris bien évidemment, je n'ai pas vu d'arrêt TGV, et je ne sais pas non plus quelque part si c'est de la compétence du SCOT ou pas compétence du SCOT, mais il aurait été bon, quelque part, et je demande à M. Melcher, avec votre accord, de le regarder, et y compris finalement de le mettre, si tant est, que ce soit de la compétence du SCOT, parce qu'on ne peut pas d'un côté agir pour avoir un arrêt TGV et ne pas l'inclure dans des documents d'urbanisme qui sont pour nous importants. Vous me direz, ce n'est peut-être pas la commune de Saint-Avold, mais la commune de Valmont, auquel cas, finalement, il faudra qu'on le dise à la commune de Valmont de bien vouloir l'inclure, mais il est important qu'on en parle. Et ça, je suis assez d'accord, et je remercie ceux qui sont assidus dans les commissions de bien vouloir regarder tout ce qui concerne finalement l'urbanisme et le développement. Madame Théo-Joubert. Vous disiez, si les intérêts de la commune de Saint-Avold ne sont pas respectés, j'attaquerai. Quels sont les leviers que vous avez exactement? Parce que maintenant, on va se positionner, on va émettre les 3 réserves. Si le positionnement avec les 3 réserves n'est pas pris en compte, j'attaquerai donc la délibération du SCOT. J'attaquerai donc la délibération du SCOT. Par l'intermédiaire de M. Chambil ou en tant que président de la communauté de communes? Non, j'attaquerai donc en tant que maire de Saint-Avold la délibération du SCOT. Elle n'est pas conforme finalement aux intérêts de la collectivité. Alors après, le tribunal jugera ce qu'il voudra, mais je ne peux pas laisser passer des choses qui sont finalement pas de l'intérêt de la ville de Saint-Avold. Vous voyez le problème? Alors que ce n'est pas des choses finalement compliquées, qu'il y ait une liaison entre Moulin-Neuf et la zone industrielle du Gros Hêtre, pour nous, ça paraît finalement important. Qu'on ne mette pas finalement un certain nombre de choses qui sont évoquées là, et que la Commission a bien regardé d'une façon claire, je pense que c'est soit un oubli, soit on n'a pas forcément insisté suffisamment sur un certain nombre de choses. Mais il est important aujourd'hui qu'on le regarde, parce que notre commune peut être, à défaut d'autres, il y a quand même plein de choses qu'il faut qu'on regarde. Je vais commencer finalement
à Jeanne d'Arc avec finalement cette zone du Merle et toute la zone là. Il faut qu'on regarde un peu ce que ça devient. Après, on peut monter en disant la vente au carreau, tout ce qui est en devenir là-bas, ce qu'on pourra y mettre et pas y mettre, c'est pas le moment quelque part qu'on se freine un certain nombre d'actions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on disait finalement sur la zone Sainte-Fontaine. Alors aujourd'hui, on a des panneaux photovoltaïques. Il est clair qu'avec ce que le gouvernement est en train de nous pondre, je crains que les photovoltaïques, c'est abandonné. Bon, ça veut dire quelque part qu'à un moment donné, on ne peut pas le bloquer au photovoltaïque parce qu'à un moment donné, si on voudrait en faire une autre chose, on pourrait peut-être le faire. Alors bien sûr, il y a toujours un peu notre idée, hein, si on était en période d'expansion et si finalement quelque part on aurait pu le faire et pu dire que peut-être qu'on aurait pu recréer là-bas un nouvel étang. On voulait le faire à l'époque d'Oderfan. On a toujours cette idée qui est toujours encore là en disant on n'a pas notre point d'eau, etc. Mais toujours est-il qu'il faut encore pouvoir le faire et qu'on ne soit pas bloqué par des documents d'urbanisme qui demain vont nous interdire de le faire. Donc moi, je veux quelque part qu'on ouvre un certain nombre de choses, sans savoir pertinemment ce qu'on va vraiment y faire. Mais il ne faut pas qu'on se bloque aujourd'hui sur les documents d'urbanisme. Et pour ne rien vous cacher, n'est-ce pas, Monsieur Lang, je vois bien une main un peu sournoise qui, quelque part, dans les débats du SCOT ou autre, essaie finalement de freiner l'un pour essayer quelque part d'avantager l'autre. Je vous ai rien dit, mais c'est un peu les choses là qui se passent là-bas aussi. Voilà. Oui, effectivement, le SCOT, ça s'applique, c'est le schéma d'organisation d'un ensemble, d'un territoire, de tout un territoire. Bon, dans ce territoire figure la commune de Saint-Avold. Alors, moi, il y a quelque chose qui... Oui, la communauté de communes, oui, oui. Bon, il est bien délimité, le SCOT, pour notre secteur. Bon, alors les contraintes en termes d'aménagement le long du tracé tram-train. Alors moi, ce tram-train, je me pose des questions. Bon, il existait. Oui, non, mais il existait, et il existe toujours. Il existe toujours, mais on a l'impression qu'on veut réinventer des choses. Il existe une ligne de chemin de fer qui, à une certaine époque, marchait très bien, qui allait d'Argarten vers Bénin-Sarreguemines. Hein. Bon, il suffit de remettre des wagons, les rails sont là, tout est là, tout est là. Hein. Bon, après, alors concernant la gare TGV, l'erreur fondamentale, alors je dis l'erreur fondamentale qui a été faite, la gare TGV, elle devait se trouver ni à Saint-Avold, ni à Forbach, elle devait se trouver à Bénin. Bénin était de tout temps le nœud ferroviaire de la région. Tout le monde, de tous les... Oui, c'était le nœud ferroviaire de la région. Bon, à l'heure actuelle, on parle d'écologie, supprimer, pas supprimer, réduire les transports en voiture sur les routes. Alors, réactivons ce qui existait. Réactivons ce qui existait. Bon, à partir de là, après autre chose, alors là, je m'interroge un peu. Il conviendra notamment de supprimer les règles de densité minimale au sujet de Saint-Avold-Nord. Bon, on est dans une zone Céveso avec les règles. Alors bon, demain, est-ce qu'on veut densifier ce secteur? Ben oui, si on veut assouplir les règles, si on veut les assouplir, c'est qu'on veut densifier le secteur. Bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, tu le sais bien... Oui, il y a des règles bien précises. Il y a des règles précises sur lesquelles les PPRT ont repris. Je crois que à la fois Christophe Tercy qui suit ça de près, Roger Steiner qui suit ça de près, tu sais très bien quelque part que du fait de la réduction d'activité, parce que je crois qu'on ne peut pas avoir, nous, Jean-Claude, de double ou de triple peine. Je m'explique. À un moment donné, nous étions finalement une commune très florissante, il y avait la chimie, ça marchait. De ce fait-là, et tu le sais, on n'a jamais eu de subvention comme ça, on n'a pas été dans les aides à finalité régionale, on n'a pas été mis ici, on n'a pas été mis là. Si je devais finalement aujourd'hui faire le procès des choses, je dirais que l'État me redonne les choses qui, quelque part, aujourd'hui sont réelles. On n'a plus une chimie florissante, on a des pertes d'emploi, donc on devrait revenir, nous, quelque part, à un système d'aide qui ne correspond plus, finalement, à l'époque où, quelque part, il y avait la chimie. Alors, ceci étant, la chimie, comme Arkema, comme Total, ben, ils ont enlevé un certain nombre de choses. Elle est moins dangereuse, finalement, entre guillemets, aujourd'hui, par le fait qu'on a enlevé un certain nombre de produits qui, quelque part, sont moins accidentogènes que
les autres fois. Alors, je passerai sur le fait, quelque part, qu'on voit quand même un certain nombre d'interventions de plus en plus rapides sur Total. Alors, il faut toujours se poser les questions. Hein, est-ce que Total a plutôt intérêt à faire beaucoup de vent partout pour dire que les gens voudront un jour la faire partir? C'est un autre problème, c'est un autre débat. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, on doit respecter les règles, qui sont les règles du périmètre PPRT. On doit finalement respecter les règles. Maintenant, les règles, il faut quelque part qu'elles soient compatibles avec un développement. Je prends un cas précis, la vente au comptant, vente au carreau. Si on veut y mettre quelque chose, il ne faut pas qu'on soit à la fois biaisé pour dire, attendez, là-bas, il faut que ce soit un 15 mètres de la forêt, plus là, il y a 6 crapauds, plus là-bas, il faut être à temps de la route. Parce qu'à ce moment-là, notre vente au carreau, tu vois, Jean-Claude, ben, elle ne sert plus à rien, je ne mets plus rien. Je ne mets même plus, finalement, ce qu'on voudrait y mettre, et notamment VFLI Cargo. Alors, l'idée du tram-train, moi je rigole toujours avec ce tram-train parce que ça me fait plaisir, mais à un moment donné, il faudrait d'abord qu'on active et qu'on sauve ce qui est sauvable. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver des solutions sur un sauvetage de VFLI Cargo, sur le problème du fret, pour dire est-ce qu'on fait quelque chose. Et aujourd'hui, on a un projet qui fait Saint-Avold, Bourg-les-Valences, Rivesaltes. Je suis en train de défendre ce projet pour qu'on essaie de donner à VFLI Cargo, je dirais, un nouveau souffle. Alors le tram-train, je ne sais pas avec quel argent. En tous les cas, là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, qu'on n'aille pas ponctionner des mètres carrés importantes pour des projets hypothétiques. Voilà ce qu'on veut dire. Et en disant finalement que si nous, on a un projet, ce n'est pas le moment de dire, comme je dis, que là, il y a tant, il y a tant, il y a tant. Et après, à vente au comptant, il restera encore 10 mètres centrales pour faire quelque chose. Voilà ce que je veux qu'on dise. C'est tout, sans plus. Maintenant, il est bien clair qu'on respectera les règles en matière de sécurité. On l'a toujours fait. Mais il faut aussi tenir compte que quand il y a moins d'activité, il y a forcément moins de danger. Voilà. Oui, on peut peut-être apporter quelques précisions, notamment par exemple sur la deuxième condition, puisque le projet du SCOT propose de requalifier et de développer les centres urbains à partir des axes de transport public, et notamment le tram-train. Et pour cela, donc, il donne quelques données techniques. Enfin, il préconise, par exemple, la création d'espaces prioritaires autour des lignes de transport dans une profondeur qui varie entre 200 et 500 mètres, par exemple, et que la densité minimale de logements soit supérieure à 40 logements par hectare dans ces zones-là. Alors ça, ce sont des préconisations générales, mais qui posent problème pour notre cas particulier à l'entrée nord de la ville. Et c'est pour cela que nous avons proposé cet assouplissement, parce que cette règle, cette règle générale peut peut-être s'appliquer ailleurs, mais dans notre cas particulier, elle pose problème. Voilà la raison pour laquelle on propose une modification donc, de ce projet, sur le point 2, par exemple. Bien, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si le point numéro 11 concerne une bourse des jeunes, avec la reconduction des bourses des jeunes comme à l'habitude, M. Tercy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Je crois que vous avez déjà résumé. C'est vrai que c'est une reconduction depuis le février 2002, donc au point 8, le conseil municipal donc institué les bourses initiatives. Toujours dans la même configuration adressée aux jeunes de 13 à 30 ans qui ont pour but d'aider financièrement leurs projets, soit économiques, social, culturels, sportifs ou autres. Donc, cette initiative a été accueillie favorablement par les jeunes. Aussi fort de ce succès, il vous est proposé de reconduire pour 2011 cette opération, à savoir donc le montant maximal 1 524,49 € dans la limite d'une participation ne pouvant dépasser 50% de projet. Ça n'a pas changé. À ce titre-là, donc, on vous propose également la proposition et la demande de M. Chang Sébastien pour une poursuite d'études avec une participation de la ville de 400 €. Poursuite d'études, donc, c'est projet de professionnalisation sur le domaine précis de l'imagerie médicale IRM. Les techniques sont très performantes en Amérique du Nord et ce stage a pour but de me faire découvrir un système de santé différent du nôtre, et donc ce stage a lieu au Québec. Donc, M. Chang Sébastien a fait cette demande en bonne et due forme et le chèque d'une société propose l'équivalent de la proposition de la ville, à savoir 400 €.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons donc d'approuver, d'une part, la reconduction des bourses initiatives et ensuite la reconduction de cette demande de ce monsieur Chang Sébastien. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Dercy. Le point numéro 12 concerne le foncier. La cession de l'immeuble communal au 5 rue Buffon, au quartier Jeanne d'Arc. M. Sperlin, je vous redonne la parole. La ville de Saint-Avold a décidé de mettre en vente, au départ en retraite du concierge du groupe scolaire fin 2008, l'immeuble 5 rue Buffon que celui-ci occupait. Différentes agences immobilières de la place ont été contactées sans suite favorable et la proposition d'un particulier n'a pas été retenue en raison de la faiblesse du montant. L'agence immobilière Imoflex, 3 rue du Casino à Frémin-Merlebac, a quant à elle trouvé un acheteur. Il s'agit de mademoiselle Sabrina Chazet et M. Adil Mabrouk, demeurant 248 rue principale à Carnac. Ils ont donné leur accord à la commune pour acquérir cet immeuble au prix de 135 000 €, qui comprennent 15 000 € de commission d'agence à la charge de l'acquéreur, commission payée directement par la comptabilité du notaire. L'estimation des domaines confirme ce montant, à savoir 135 000 €, frais d'agence compris. En conséquence, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent de céder à mademoiselle Sabrina Chazet et M. Adil Mabrouk le bien 6-5 rue Buffon, cadastré banc de Saint-Avold, au lieu dit cité Jeanne d'Arc, au prix de 135 000 €, frais d'agence compris, le tout payable comptant à la signature de l'acte de vente. Constitution de servitude, il est précisé qu'en limite sud-est de la parcelle cédée est enfouie une canalisation de drainage au titre de laquelle seront constituées une servitude au profit d'énergie de maintien, d'accès et d'entretien, une servitude non aedificandi interdisant la construction dans une limite de 2 mètres de part et d'autre de l'ouvrage existant, conformément au plan joint en annexe de la présente délibération. Et enfin, d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à l'acte de cession à intervenir et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Il y a des questions? Pas de questions? Je voulais savoir, pardon, l'estimation des domaines en général, ils se positionnent et ils déterminent le prix de vente. Ils n'ont pas à statuer sur le prix des commissions qui sont demandées par les agences. Là, je suis un petit peu étonnée par rapport à la formulation. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer parce que c'est écrit « L'estimation des domaines confirme ce montant, à savoir 135 000 €, frais d'agence compris ». Alors, je me dis, est-ce qu'on a demandé l'estimation des domaines après avoir fait nous-mêmes notre estimation et après avoir su qu'il y avait 15 000 €? Non, mais parce que je me dis, normalement, le prix, c'est 135 000 €, oui, auquel devrait s'ajouter 15 000 €. Oui, non. Ce qui est clair, c'est qu'on a demandé finalement l'espace de domaine avant et après, pour voir si finalement, compte tenu de ce qui se pratique dans le secteur, c'est des pratiques normales et réglementaires. Voilà pourquoi finalement, on leur a demandé avant, il y a longtemps, puisque quelque part, et les frais d'agence sont compris, on a demandé si finalement c'était du domaine du normal. Voilà. Oui, parce que c'est la première fois qu'on tourne une délibération de cette manière-là. Oui, auparavant, on disait l'estimation des domaines. Alors, on ne vous cache rien, puisqu'il y a les frais d'agence, autant le dire comme c'est. Pas la peine non plus de tourner autour du pot. Parce que quelque part, l'estimation des domaines n'a pas à se positionner sur le prix des frais d'agence. Mais on s'est quand même blindé en disant finalement, on demande est-ce que le delta est conforme à ce qui se pratique. Voilà, enfin bon, moi j'aimerais quand même qu'on revienne à des pratiques un peu plus claires. Ah bah là, alors ça, hein. Je trouve que alors ça c'est plus clair, hein. Non, bah écoutez, et on dit tout, hein. Donc si on vous dit tout, c'est encore pas clair, oui, alors on ne sait pas quoi vous dire. Non, parce que là, on est en train de mettre le petit doigt là où il ne faut pas. Parce pourquoi? Que c'est pas. Vous demandez la parole. Mme Sani, vous n'avez pas la parole. Là, vous n'avez pas demandé la parole. Vous Mme Sani rappelle à l'ordre. Ça se fait pas, ça. C'est Mme Turjoubert qui a la parole, si vous la voulez. Voilà. Vous levez le doigt et vous avez la parole. Alors, sachant quelque part que sur l'immeuble, la commission l'a bien vu,
Hein, ça fait un bout de temps qu'on cherche à le vendre. On est content d'avoir quelqu'un qui veut bien l'acheter. Donc voilà. Nathalie Joubert, je vous en prie. Oui, lorsque vous m'avez répondu, vous m'avez dit on avait fait une estimation il y a quelque temps. Donc ça veut dire que l'estimation qui avait été donnée il y a quelque temps n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Hein? Oui, effectivement. Non, mais peut-être que pour finalement le vendre, parce que peut-être qu'on a besoin d'argent, on a dit, bah, allez hop, cette fois-ci, on va se montrer un peu large. Et puis, alors je répète, Mme Joubert, quelque chose qui ne vous est pas étranger, parce que quelque part, alors, ça fait depuis 2008 qu'on cherche à vendre. Alors on a essayé d'abord sur la cité Jeanne d'Arc, on avait, je crois, de mémoire, des gens qui nous donnaient 100 000, pas plus, etc. On a souhaité d'abord, finalement, que l'ancien concierge la prenne. Il n'a pas voulu. On a regardé sur Jeanne d'Arc s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. On a fait venir toutes les agences immobilières de France et de Navarre pour regarder ce qu'il en était. La plupart ont dit, ben, écoutez, nous, à ce prix-là, on ne trouve personne. Et puis, quelque part, on a un autre problème qui est quand même quelque chose qui est au fond, pour nous, important. Il y a les immeubles dont nous avons besoin, et il est normal qu'on les entretienne, mais vous m'avouerez, Mathieu Joubert, que ce n'est pas la peine d'entretenir des maisons appartenant à la commune dont nous n'avons aucune utilité, si ce n'est simplement pour payer le chauffage ou faire les réparations. Ce n'est pas utile. Donc on se dessaisira systématiquement, et c'est les consignes que j'ai données finalement à mes services, on se dessaisit systématiquement des immeubles dont nous n'avons aucune utilité ou quelque part dont les travaux de restauration sont prohibitifs. Voilà la règle. À partir de là, on se dessaisit de tout. C'est tout. Voilà. Ça fait partie de votre politique que finalement, bon, on ne va pas dire brader, je ne veux pas vous offusquer, on va dire liquider. Non. Liquider pas brader, sinon vous pouvez l'acheter. Hein. Non, si vous dites brader, achetez-le. Achetez-le donc. Vous estimez. Allez jusqu'au bout. Puisque c'est bradé, ça a un bon prix, achetez-le. Alors attendez, moi allez je suis au bout. Allez au bout. Et je suis pas là pour faire du fric sur le bien collectif. Oh, mais achetez-le. Vous ferez du bien à la commune. Vous ferez du bien à la commune puisque les sous c'est pour la collectivité. Je sais que finalement ce que vous vendez, vous faites toujours semblant que c'est une verrue que vous vendez, alors qu'en fait les gens qui achètent ont vraiment l'impression de faire une affaire. Madame Thiaut-Joubert, vous pouvez aller la visiter. Qui est gagnant, qui est perdant. Je ne suis pas toujours sûre que ce soit la commune qui est gagnante dans ces histoires-là. Mais bon. Soyons clairs. 1, si vous voulez voir ce qu'on vend, vous êtes libre, quelque part, d'envoyer l'un de vos espions sympathiques qui se fera un plaisir de dire « j'ai envie d'acheter, je viens regarder, donnez-moi les clés ». Et croyez-moi, on fera mine de ne pas le connaître. Comme ça, finalement, vous saurez exactement ce qu'il en est. En deuxième lieu, Mathieu Joubert, sachez que depuis 2008, nous cherchons un acquéreur. Ce n'est pas depuis hier. Donc ça veut dire, quelque part, qu'il faut bien bouger. Ensuite, je vous rappelle simplement quelque chose qui va vous parler. C'est que ce bâtiment-là, tout simplement, est classé F en matière énergétique. Ça vous donne simplement un exemple, vous qui connaissez un petit peu le prix des choses dans votre propre maison, de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir l'isolation optimale, etc., etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que, quand je dis quelque part que ce n'est pas un cadeau, je ne fais pas ici l'apologie d'eux, mais il ne faut pas non plus faire fuir les clients. Hein, on ne peut pas tout vous dire. Normalement, c'est dans la commission que tout se dit sympathiquement. Voilà. M. Sperlin, vous êtes sur la parole. Bien, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, Mme Bessin. Voilà. Point numéro 13 concerne le compte-rendu des décisions prises par M. le député-maire dans le cadre des articles précités. M. Juling, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député-maire. Donc, conformément aux dispositions des articles cités, je vous rends compte des décisions prises en application de la délégation que vous avez accordée à Monsieur le député-maire par délibération le 3 avril 2008, point numéro 1, reçu en sous-préfecture le 15 avril 2008. Donc, vous avez vu les listes. S'il y a des questions? Pas de questions? Ah, Monsieur Bray. Oui. Les points, c'est le lot numéro 2, peinture routière en bombe aérosol. Bon, là aussi, ah non, c'est de la peinture qu'on achète. D'accord, d'accord. Ok, bon, c'est bon. On passe. C'est bon. Alors, je ne sais même pas.
Il n'y a pas de vote sur ce point-là. Il n'y a pas de vote, c'est juste une information. Voilà. Bien, le point numéro 14 concerne le foncier avec la cession de terrain au lieu-dit Kromenacker-Wyss, la prorogation plus exactement du délai de signature. Monsieur Steyer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 21 décembre 2009, point 17, votre Assemblée a décidé de céder des terrains au lieu-dit Kromenacker-Wyss au profit de M. Charles Albani et Guy Dauphin. Le délai de signature de l'acte de vente était fixé au 31 décembre 2010 à la demande des acquéreurs. Cependant, cette date n'a pu être respectée, de sorte que messieurs Lang et Volitka Meglen, notaires chargés de la vente, ont sollicité sa prorogation. En conséquence, la Commission des opérations immobilières vous propose de reporter le délai de signature au 30 juin 2011 et précise que tous les autres termes de la délibération du 21 décembre 2010 susvisés sont maintenus. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boulanger. Oui, je voudrais quand même rappeler simplement ce qui a été dit en commission par notre groupe en demandant que on pouvait souhaiter que ce prolongement de 6 mois soit limité dans le temps et que s'il n'est pas respecté, on devait annuler la vente. Non, je ne dirais pas comme ça. Je dirais finalement quelque part qu'il n'y aura qu'une seule prolongation qui sera celle-là. Voilà. Il n'y en aura pas d'autres nouvelles. Voilà. C'est tout. On est bien d'accord qu'il n'y aura qu'une seule prorogation. Non, tout simplement parce que finalement, je comprends bien que tous les acquéreurs ne se font pas foison aujourd'hui et qu'on peut finalement avoir les circonstances atténuantes en disant si le gars n'a pas signé, si le gars n'a pas fait, c'est pas aussi facile qu'on croit aujourd'hui de développer le commerce dans le secteur. Donc il faut laisser aussi le soin aux promoteurs de faire en sorte. Ce que je dis quelque part, c'est qu'il n'y aura qu'une seule prorogation. Ça veut dire que si après cette prorogation, et là je parle sous contrôle de Julie qui quelque part nous dira, si on devait finalement atteindre au-delà de cette prorogation, à ce moment-là, la ville reprendrait et revendrait. À condition, bien évidemment, qu'on trouve encore acquéreur. Parce que si on fait une mauvaise affaire en disant on ne prolonge pas et on ne retrouve pas chez le vendeur prochain le même prix, là, on aura perdu. Là, on aura fait une mauvaise affaire. Tout dépend comment la situation économique va avancer. Donc, je dis quelque part une seule prorogation de 6 mois. À moins qu'on en fasse une d'un an, pour être tranquille. Je pense qu'a priori, on pourrait en faire une d'un an unique. C'est mieux. Comme ça, on leur laisse le temps de faire. Je ne sais pas ce qu'en pense Julie. Vu les demandes qui sont à faire, notamment par rapport à la protection de la Rosselle, un an serait effectivement plus adéquat, mais bon, là, moi, je ne peux pas participer au vote. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Moi, je dirais quelque part, je proposerais à ce moment-là que ce soit un an non reconductible, compte tenu finalement de toute la procédure qui va quand même prendre du temps, parce qu'on est quand même proche de la Rosselle, peut-être qu'on aura la DRIR, le truc, le machin, le permis qui ne va pas être bon, enfin, il y a des choses qui vont quand même se passer. Donc moi, je propose un an non reconductible. Voilà. Si vous êtes d'accord. Pour finalement faire écho à la demande de M. Boulanger. Voilà. En commission. J'entends bien. Parce qu'on est déjà à janvier. Bon, tant que tout se met dans... Monsieur Lang, je vous en prie. Oui, je reprends juste la délibération, c'est la vente du terrain, c'est tout. On ne parle pas encore de permis, etc. Là, la délibération, c'est 6 mois pour vendre le terrain. Vous comprenez bien que quand quelqu'un achète un bien, il veut d'abord s'assurer qu'il peut faire son projet dessus. Ça va de soi. Donc, non, mais il faut quand même raisonner. Monsieur Brem, vous parlerez après, il n'y a pas de souci. Je pense que je ne parle pas beaucoup au sein du conseil municipal et je pense que je peux prendre un peu de temps. Tout investisseur, quel qu'il soit, a besoin d'être sûr que derrière, il peut mettre un projet. Un projet, là où est située la Rosselle, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contraintes qu'il y a. Doit-elle être couverte? Doit-elle être à ciel ouvert? Etc., etc., sans rentrer dans des détails. Donc, si la personne qui veut s'installer ne peut rien mettre, ne peut pas installer, ne peut pas construire, il ne va pas se retrouver avec des terrains sur les bras dont il ne peut rien faire. Donc, forcément,
il y a des demandes à faire préalables pour être sûr que c'est faisable. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé dans l'année qui s'est écoulée, mais vous comprenez bien que ce sont des gens qui ne sont pas restés inactifs pendant 1 an. À tel point, et des fois, il y a des contraintes qui font qu'on est obligé de proroger d'1 an pour pouvoir faire des projets. Ceci étant, pour rejoindre ce que Julie dit, ceci étant, pour l'instant, ce qui est bien clair, je crois qu'il y a déjà, finalement, Leader Price, il est bien en place. Le défi mode arrive. Je crois que le quick, bon, il y a quand même des choses qui arrivent. Alors, ça met un peu de temps, certes, mais personne ne reste sans rien faire. Donc, je pense quelque part que la position, c'est de dire 1 an non reconductible. Je suis d'accord, on peut le faire. Compte tenu des contraintes, c'est pas grand-chose quand on sait le temps qu'il faut pour A ou pour B. Voilà. Et après, on reprend. Et après, on verra. Si on reprend et on retrouve un repreneur esprit, on le prend. Et sinon, on se débrouille. On verra bien. Mais je suis d'accord sur le principe. Monsieur OK. Juste un petit point de détail. Il faudra rédiger, je pense, la délibération. Donc, il me semble qu'à la fin, c'est 21 décembre 2009 et pas 2010. À la fin, il y a une petite erreur de date. La délibération susvisée. En haut, c'est écrit 2009 et en bas 2010. Il faudra juste changer la date. De service foncier. Oui, mais en bas, c'est écrit 2010. Ah ouais. Ah. Bien, monsieur OK. Donc, on dira ça aux intéressés. Bien, monsieur Tlemceni, puis ensuite, on va... Voilà. Je voulais juste rajouter un petit truc quand même. Le Cora, ça fait 25 ans. Vrai ou pas, Madame Tironi-Joubert, Monsieur Brem, Monsieur Boulanger, ça fait 25 ans. Et c'est fait, et il est là, et c'est installé. Hein. C'est le bord de Longeville et Saint-Avold, le Cora. Non, mais Saint-Avold était partie prenante, Madame. Non, là, vous mettez... Voilà. Ce qu'il faut qu'on se dise les uns et les autres, parce que c'est ce que Tlemceni voulait dire, improprement peut-être, c'est que pour les projets, il faut un peu de temps. Je disais tout simplement, l'autre jour, j'étais donc avec le directeur de la future maison de retraite qui va ouvrir quelque part au mois de juin 2011. On s'est regardé en disant combien de temps y a-t-il fallu à partir du moment où on s'est vu jusqu'au moment où on va l'inaugurer. Il s'est passé entre 7 et 8 ans. Donc finalement, quelque part, bien sûr, tout n'est pas lié au seul projet, mais il est clair que les autorisations, ceci et cela, ça a finalement un sens quand on réalise quelque chose. Là, on réalise une zone commerciale, elle a bien débuté, et je pense quelque part qu'elle a du succès, et essayons finalement de la continuer. Alors, il est clair que la délibération portera, bien évidemment, avec l'accord, bien sûr, quelque part, de M. Boulanger et de son équipe, sur, effectivement, un an non reconductible. Voilà. Plus de questions? Monsieur Tlemceni, le projet du Cora de 25 ans, ils ont acheté des terrains privés. Oui, non, mais ils ont acheté des terrains privés. Bon, là, en l'occurrence, on se trouve dans le cas de figure d'un terrain communal. Moi, je veux... Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous racontez n'importe quoi. Bon, non. D'autre part, un investisseur, je pense qu'au départ, quand il achète un bien, il a un projet. Donc, je pense, par rapport à ce qui vient d'être dit, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci de votre unanimité sur cette année de prorogation. Point numéro 15, centre culturel, bien sûr, avec le festival Jeune Public. Madame Schweiss, vous avez, vous qui suivez ça de très près, la parole. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal a approuvé le 22 novembre 2010 la programmation du Festival Jeune Public 2011. Quelques modifications sont intervenues au niveau des spectacles. Le spectacle Plume, adressé au très jeune public, qui était prévu pour 2 représentations, sera finalement donné à 4 reprises le jeudi 17 mars, en raison de 3 le matin et 1 l'après-midi. Les 2 spectacles, les instruments se racontent, par la compagnie Philo d'Art, prévus le samedi 19 mars, seront présentés en séance tout public
le matin à l'école primaire de la Carrière et l'après-midi à l'école primaire du Vennec. Les horaires sont exacts, restant à définir. La séance du dimanche 20 mars à la MJC reste inchangée. Le samedi 19 à 20 h, le spectacle de danse hip-hop sera précédé par le spectacle Confidence par la compagnie Magique Electro. Concernant le spectacle Le Roi à son royaume, initialement prévu pour 5 représentations, nous avons finalement opté pour 3 représentations le mardi 22 mars, une et le matin à 11 h et une l'après-midi à 14 h. Le mercredi 23 mars à 15 h comme le spectacle final. Pour les spectacles relevant de la programmation du centre culturel, les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2011. Article 11.0-6042 pour les dépenses, article 70.0-70-62 pour les recettes. Il est proposé au Conseil municipal d'accepter les modifications apportées au niveau de la programmation. Le tableau rectifié des spectacles est joint en annexe. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Sprice. Le point supplémentaire numéro 1 concerne bien sûr, le seul point supplémentaire concerne bien sûr ce projet de motion, contre bien évidemment le rapport Bure et pour bien sûr le rétablissement et le respect des droits des mineurs. Donc Mme Thier-Joubert m'avait envoyé un petit courrier en disant on pourrait faire une motion commune. Bon, on est d'accord sur le principe. Elle rajoutait simplement pour le PTU. Elle sait bien que finalement on a délibéré en 2007 déjà contre l'implantation de la flotte technique unique. Donc on ne peut pas finalement à un moment donné dire on est pour alors que finalement on est contre, même si le groupe d'opposition peut être pour, il est en droit d'être pour. Mais il est clair qu'aujourd'hui on discute du rapport Bure qui finalement fait état bien évidemment quelque part, y compris du PTU, et bien sûr du rétablissement du respect des droits des mineurs, ce qui nous importe et ce que je défends, je dirais, quotidiennement auprès des instances parisiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire contre finalement ce rapport Bure? Alors, ceux qui ne l'ont pas eu et qui le voudraient, s'adresseront à M. Melcher qui fera une copie. Ceux qui ne l'ont pas vu, ce rapport Bure, qui souhaiteraient le voir. Donc, d'abord, la confirmation de la suppression de l'article 2b du décret du 24 décembre 2012, c'est tous les problèmes liés finalement aux frais complémentaires de santé, cure, transport, pharmaceutique. Bon, Bure dit qu'il faut trouver une solution, il ne dit pas laquelle. En tous les cas, il y a toujours encore, Jean-Claude Brem le sait, plus de 1000 dossiers en souffrance, des gens qui attendent leur pognon, qui ne l'ont pas, etc. Le projet de fermeture à court terme des centres de santé, je crois qu'il est important qu'on ne ferme pas et que la proximité reste finalement la règle. Le projet de transfert de la fonction assurantielle du risque maladie et accident du travail, maladie professionnelle du régime minier vers le régime général. Je crois que, si tu veux, ce qui est important, c'est de dire que les 188 000 ayants droit mineurs doivent rester au régime minier. Je pense que je suis de ceux qui disent laissons finalement tout doucement aller les choses. Ce n'est pas ce qui va véritablement changer la donne. Et bien sûr, on demande de réorganiser l'offre de soins du bassin houiller. Je souhaite finalement qu'il se fasse pour Saint-Avold dans le respect finalement à la fois de l'équilibre des territoires, mais finalement dans le respect de ce qui existe. Et je crois qu'il est important, et j'ai eu longuement l'occasion de m'en ouvrir. Alors, bien sûr, considérant bien sûr que ces mineurs, dont Jean-Claude Brem en est, peut-être certains d'entre vous, ont exposé durant des décennies leur santé pour la prospérité de la nation tout entière, et de ce fait mérite bien sûr une légitime reconnaissance de la nation. Je demande à ce que le gouvernement, bien sûr, et nous demandons, règle cette dette morale que la nation a envers les mineurs, l'abrogation de ce fameux décret, la demande de la réouverture immédiate des négociations sur la retraite des mineurs afin de gommer l'injustice qui a été mise en place en 2002, que le président de la République a promis au musée de la Mine, mais qu'il n'a jamais fait. Demande que les îles Mosellaises soient associées aux discussions relatives au devenir du régime minier, je crois que c'est important, et s'oppose bien sûr aux conclusions du rapport Bure, et appelle bien sûr les pouvoirs publics à rétablir et respecter bien sûr ce droit des mineurs si durement acquis par leur travail. Alors finalement, si chacun a des choses à rajouter, je suis prêt finalement à l'inclure dans la motion. Il est important qu'on puisse dire que nous, ici dans ce bassin houiller si durement touché, ce n'est pas le moment encore maintenant qu'on attaque à la fois le régime minier, qu'on nous supprime finalement les cures et les droits au transport,
qu'on ne fasse pas ce rétablissement quelque part différentiel au niveau des retraites qui fait que selon le fait que vous soyez allé en retraite à telle époque ou à telle époque, vous ne touchez pas la même retraite. Je crois quelque part qu'il y a là une injustice flagrante qui est importante et sur laquelle Jean-Claude Brem est d'accord. Donc voilà un petit peu le contenu de la motion que je suis prêt bien évidemment à modifier si l'une ou l'autre souhaiterait finalement intervenir dans ce sens. Jean-Claude Brem. Écoutez, moi je suis agréablement surprise parce qu'effectivement, quand on vous a soumis la motion, c'est qu'on voulait quand même faire remonter des besoins qui sont exprimés par la communauté des mineurs et par leurs ayants droit. Donc je suis contente que vous ayez entendu et que vous ayez été sensible à leurs demandes. Par contre, je comprends qu'il doit être difficile pour vous d'assumer politiquement le fait que vous soyez dans une majorité parlementaire UMP qui a pris en catimini une décision le 31 décembre par rapport au statut des mineurs et puis l'accès aux soins. Et finalement, la population du bassin de vie dans lequel vous êtes élu, parce que vous êtes effectivement à l'interface entre les personnes qui viennent de vous demander des comptes par rapport à des décisions qui sont prises à Paris par votre majorité parlementaire. Donc c'est vrai que ça doit être très inconfortable pour vous, parce que d'un côté, vous ne pouvez pas vous désolidariser d'un groupe, qui finalement essaye, fait de nombreuses coupes sombres. Non, mais je constate que la position doit être inconfortable. Je vois bien que vous faites tout votre possible en allant taper à certaines portes pour que justement on soit entendu et que finalement il y ait des choses sur lesquelles on revienne. Je sais que vous faites tout votre possible, mais je me dis, quand les choses sont actées, validées, quand ça devient des lois, après c'est très difficile de revenir dessus, c'est très difficile de refaire basculer les choses. Donc finalement, vous essayez de défendre les intérêts des mineurs puisque vous les voyez au quotidien et que quand ça ne va pas, ils viennent taper à la porte de votre... voilà. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a beaucoup de garanties? Moi, je me dis que si finalement il y avait eu vraiment une solidarité entre les députés UMP du bassin, vous auriez été une vraie force, quoi. Mais je ne sais pas si... Député du bassin houiller et de Moselle-Est être pour le rapport Bur. Aucun n'est pour le rapport Bur. Même pas Grosdidier, qui pourtant n'est pas forcément dans le bassin houiller. Mais comment se fait-il Mais je l'ai vu intervenir, y compris au bassin houiller. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas plus été entendu à Paris? Non, je crois que quelque part... Parce que vous êtes nombreux, quand même. Le rapport Bur, le problème du rapport Bur, c'est qu'un rapport. Deuxièmement, finalement, les mineurs, ce n'est pas que les mineurs de Moselle-Est, c'est aussi les mineurs du Nord, les mineurs du Centre-Midi. Et je crois que chacun, finalement, lutte ensemble pour cette même cause, au même titre, finalement, qu'on lutte avec Colette Goriot sur les problèmes des gamins miniers, et qu'on lutte ensemble aussi pour l'amiante, de droite comme de gauche. Je crois qu'il est important, quelque part, qu'on puisse le faire. Alors, on le fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui me fait penser, quelque part, Mathieu Joubert, qu'on va au moins aboutir sur certains domaines? Dans le différentiel, finalement, qui a été promis par Nicolas Sarkozy, je vois mal un président de la République se représenter en 2012 en n'ayant pas réglé des promesses faites quelque part 5 ans auparavant. Je crois qu'il est important, en tous les cas pour lui, s'il souhaite finalement que les mineurs soient un peu avec lui, je crois quelque part qu'il ne peut pas venir sans billes. Ensuite, Xavier Bertrand a tout de même dit un certain nombre de choses. Je dirais que c'est des choses qui ont été dites, à Sarreguemines notamment, et ailleurs dans les questions qu'on lui a posées et dans les réponses qu'il a données, en disant il est totalement anormal qu'on ne maintienne pas le droit des mineurs. Maintenant, dans les subtilités que vous connaissez bien, Mme Thibault-Joubert, qui sont les subtilités de certains services de la gouvernance, vous savez quelque part que tout le monde, très gentiment, verrait bien ce régime minier inclus dans le régime général, ça les arrangerait tellement bien, etc. etc. Mais ce n'est pas parce que ça les arrange eux qu'il faut que nous soyons d'accord. Donc nous ne serons pas d'accord et nous nous battrons, y compris finalement, pour son maintien. Et quand je dis qu'on se battra, c'est qu'on se battra. Ils ne feront pas tout et n'importe quoi avec la Moselle-Est. Voilà. Il me semble quand même qu'il y a quelques années, quand M. Nicolas Sarkozy s'est présenté, à aucun moment les personnes qui ont voté pour lui lui ont donné un sein blanc pour qu'il réforme le système des retraites. Or, il l'a fait.
par rapport aux mineurs, à aucun moment il a dit qu'il allait toucher à leur système de santé ou d'accès au transport, etc. Il l'a fait. Donc je pense que vous êtes un peu utopiste quand vous dites je pense que d'ici 2012, Nicolas Sarkozy va revenir sur un certain nombre de décisions qu'il a prises, parce qu'en fait, je crois que vous êtes 10 fois moins naïf que moi et que vous savez d'ores et déjà qu'il y a un certain nombre de décisions qu'il a prises, un certain nombre de lois qu'il a fait voter et sur lesquelles il ne reviendra pas. Donc voilà, je voudrais tout simplement qu'on cesse de leurrer les personnes et qu'on essaie de gagner un petit peu de temps. Parce que je pense que des chevaux de Troie et des leurs, vous nous en avez posé un maximum depuis un certain temps. C'est Barouin à Troyes, et porte-parole du gouvernement. La démagogie, à un moment donné, ça ne paye plus, en tout cas, ça ne passe plus. Donc, il y a certaines personnes qui, en tout cas, ne sont plus aussi utopistes ou aussi naïves, quoi. Donc, bon, alors, si je donne la parole à M. Hockey, je vais me donner à Tlemceni. M. Tlemceni d'abord pour 2 secondes, et M. Hockey ensuite. Vous faites partie du KGB, vous Vous faites partie des renseignements généraux? Qu'est-ce que vous en savez que je suis plus au PS ou que mon mari n'est plus au PS? Alors, attention, parce que là, vous annoncez des choses. Alors, soit vos indicateurs, ils vous ont indiqué des choses fausses. Non, mais la parole à je Monsieur vois Hockey. même pas le rapport avec la motion et l'analyse politique. Ça va être plus pertinent. Et vous saurez qu'il y a des choses qui, dans un couple, font que on ne fait pas forcément la même chose et même choix. On n'appartient pas forcément aux mêmes familles, vous voyez. Vous avez bien raison. Voilà. La démocratie, c'est aussi dans le couple. Hein, vous avez raison. Moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais moi, je ne sais pas, mais je ne vais pas vous donner d'indice, mais vous n'avez pas totalement tort ni totalement raison dans ce que vous avez dit. Je vous l'ai dit, mais c'est dans le revue du Canora, c'est pas moi qui Non. Vous ne savez pas où monsieur paye ses cotisations et où moi je les paye. Vous découvrirez ça dans un certain temps peut-être, mais revoyez le problème avec vos indicateurs parce que là, ils vous ont mal renseigné. Au retour de Marine, mon cher perroquet, c'est à vous la parole. Ça, il l'a retenu. Hein. Oui, ce que je voulais dire pour défendre monsieur le député maire, bien que l'UMP soit pas ma tasse de thé, c'est qu'un parti politique, c'est pas une secte. Voilà. Qu'on a le droit, quand on est dans un parti, de ne pas être d'accord, de proposer des choses. Et vous en êtes la preuve, puisque vous votez souvent différemment, tous les 7. Et que moi-même, il m'est arrivé de voter différemment. Voilà. Donc, pour dire quelque part que tout le monde ne vote pas forcément de la même façon et qu'on a droit chacun à la parole, et tant mieux. La preuve, c'est que l'autre jour, j'étais interviewé sur le JDD parce que vous savez, quelque part, je suis plutôt pour l'euthanasie que contre sur un certain nombre de choses, et que même si mon groupe politique, finalement, à un moment donné, peut-être un peu manqué de courage, mais toujours est-il, quelque part, que c'est comme ça. C'est la différence qui fait, finalement, la richesse. C'est comme ça que ça se passe. En tous les cas, c'est comme ça qu'on va faire. C'est ce qu'on fait. Bien. Pour cette motion, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité pour, finalement, le régime minier. Dans les points divers, nous avons une question de Mathieu Joubert, pour lequel, bien évidemment, je vais me faire le plaisir, bien sûr, d'y répondre. Alors, Monsieur le maire, au cours du mois de décembre 2010, le Trésor Moyen-Orient nous ont interpellés au sujet de nombreuses dégradations, squats, feux de palette, qui ont eu lieu sur le parking de la Poste et qui ont nécessité l'intervention de la grande échelle, du Faucon Pompton, ainsi que des services de gaz et d'électricité d'Énergis. Ils ont demandé quand l'ouverture de ce parking au coût pharaonique aurait lieu. En effet, dans les colonnes de la presse locale, vous avez annoncé l'ouverture de ce parking dès décembre 2010 et cerise sur le gâteau, sa gratuité durant toutes les périodes des fêtes de fin d'année. Malheureusement, les Naborien, Seran n'ont rien vu venir. S'agit-il d'un effet d'annonce ou bien les promoteurs ont-ils mégoté sur la convention de gestion de ce parking? Après ce long silence de votre part, ainsi que la part de votre majorité, quelle explication êtes-vous en mesure de donner aux Naboriens? Madame, vous attirez mon attention sur de nombreuses dégradations, squats et feux de palette dans le parc de stationnement Sich-Mamaon, ce qui ne m'est pas inconnu. Il existe effectivement quelques graffitis qui seront bien évidemment effacés avant la mise en service du site. Les services de la police municipale, dans le cadre de leur patrouille journalière, et M. Tercy en est le témoin, n'ont pas finalement constaté squat
qui soit finalement de nature à perturber le site. L'incendie auquel fait allusion s'est résumé à un feu mineur détritus maîtrisé en quelques minutes au moyen d'extincteurs, vérification faite auprès du centre de secours de Saint-Avold. La présence de fourgons Pompton ainsi que la grande échelle n'étaient pas nécessaires. Ces moyens sont toutefois déployés par les services de secours à chaque appel pour incendie. Je crois que c'est mieux comme ça. Les pompiers ne pourront pas par avance et sur appel téléphonique juger de la gravité de l'incendie. Alors, ce parking comportant des emplacements destinés au stationnement privé ainsi qu'au stationnement public, qu'il soit horaire ou par abonnement, nécessite l'étude et la mise en place d'un mode de gestion technique et financier approprié. Le syndic provisoire indiqué au règlement de copropriété accepté par les parties lors de la signature de l'acte de vente par devant notaire a été chargé de l'étude relative à la gestion du bien. Ces conclusions ont été rendues récemment et ont permis notamment de constituer le syndic de gestion de la copropriété en date du 28 décembre dernier, ce qui fait quelque part que, au jour d'aujourd'hui, l'histoire du stationnement public étant fastidieuse et relativement complexe, la ville de Saint-Avold, comme très nombreuses collectivités françaises et européennes, va s'orienter vers une délégation de services publics. La délégation s'opérera par le truchement d'une DSP, délégation de services publics de type affermage, conformément aux textes et règles de commande publique en vigueur. Dans l'attente et conformément à la répartition des charges, des caméras de sécurité et des eurodateurs seront mises en place. Le parking pourra être fonctionnel en service et au service des administrés dans les meilleurs délais. Simplement, pour vous dire que si on attardait un peu, c'est qu'il fallait finalement créer un syndic de copropriété, ce syndic devant finalement répartir ce que chacun doit payer. Quand on met en route l'ascenseur, quand on met en route finalement le système électrique, etc., il faut que chacun, puisqu'on est plusieurs à occuper ces places, donc il faut dire à chacun ce que chacun paye et comment. Ce qui est bien clair en tous les cas, pour l'instant c'est fait. Le syndic de copropriété, donc Excel Immobilier, M. Pecoraro, est là maintenant pour dire voilà ce que chacun paye et comment il le fera. Et j'ai demandé bien évidemment deux choses. La première, c'est qu'on l'ouvre le plus rapidement possible, maintenant qu'on sait qu'il y a bien un syndic, qu'on se mette bien d'accord sur qui paye quoi, et qu'on puisse finalement dans les abonnements, dans la sécurité, etc. Et j'entends bien qu'on ouvre le plus vite possible. Et ensuite, bien sûr, on vous proposera au mois de février, bien sûr, une délibération pour donner l'ensemble du parking de la ville en délégation de service public à un prestataire de service qui a peut-être plus d'habitude que nous de le faire. En tous les cas, dans l'attente, j'ai demandé et aux policiers municipaux et au fait de mettre des caméras très rapidement sur le site pour, bien sûr, le sécuriser, maintenir le joueur comme il se doit. Voilà effectivement ma réponse dans ce domaine. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous pour votre assiduité et puis, ma foi, une bonne soirée.